Salut la gang! Hello! Hey, cœur à bras. Oui. La première ce soir à Témiscamingue. Comment que ça file? Oh my God, on est fébrile. C'est ça, on est comme excités. On n'est pas stressé. On a comme hâte, en fait, de le donner, je pense, ce spectacle-là. Ça fait comme un mois qu'on travaille dessus, puis on est rendu là. Oui. Ben, bravo à vous. On a vraiment hâte de voir ça. Donc, on a Hugo Boutiliette qui fait la musique. Boutillier? Yet. Boutiliette. Ouais. C'est ça. C'est ça? Ben, 2 L, fait que c'est Boutillette. Boutillette. OK, j'ai pas l'accent. Non, on n'est pas en direct. Frédéric Fournier, tu as créé Cœur à bois. Tu l'as écrit? Tu l'as écrit. Puis je suis conteur aussi dans le spectacle. Et Melissa Rockburn. Oui, bonjour. Une petite vedette locale. Ouais, je sais pas, là. Des fois. Je vous souhaite bonne chance pour ce soir, votre première. On a très hâte de voir ça. Merci. Donc, bon succès. Yes. Merci. Yes. Merci. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Oui! Hey, merci d'être en si grand nombre pour la première du spectacle Cœur à bois. On est sold out pour la première, c'est quand même excitant pour un premier spectacle qu'on vient tout juste de créer. Moi, pour me nommer, je m'appelle Frédéric Fournier, je suis conteur, comédien et auteur du spectacle et je viens de Sainte-Eugène-de-Guigue. Donc, c'est ça, je suis un petit gars de la région. Et puis, il y a deux autres personnes en fait dans le spectacle qui sont très importantes. Donc, on a Hugo Boutillette, notre virtuose de la musique, qui va nous accompagner tout le long du spectacle. Il va faire des ambiances sonores. C'est très, très beau ce qu'il nous joue. Puis Melissa Rockburn, une fille de Témiscamingue, une grande comédienne. Écoutez, je l'ai découvert cette année, puis je suis complètement tombé en amour avec son jeu, avec la personne qu'elle est. Donc, j'espère qu'elle va faire plein d'autres contrats par après. Donc, pour un peu faire une prémisse pour le spectacle, à la base, c'est un spectacle de conte en hommage aux gens de Témiscamingue. Donc, c'est vraiment des histoires que j'ai écrites en fonction des gens d'ici, de la place. Donc, j'ai appelé des gens de Témiscamingue, j'ai appelé Janine Plouffe, j'ai appelé la gang du Petit Canada. J'ai appelé plein de gens pour qu'ils me racontent des anecdotes, des histoires. Puis moi, par la suite, j'ai un peu romancé chaque histoire, mais tout en gardant quand même l'essence de qu'est-ce que les gens m'avaient dit. Donc, je vais vous offrir 3 contes ce soir qui vont se retrouver d'ailleurs et qui se retrouvent déjà dans le magazine officiel du Centenaire. Donc, toutes les histoires que vous allez entendre ce soir vont se retrouver dans le magazine du Centenaire. Puis, on a fait 2 drinks aussi, si vous voulez aller essayer ça. On a la limonade du Petit Canada. Vous allez voir ça, là. C'est un petit drink à la base de gin que vous pouvez vous procurer. Puis le petit remontant de Monsieur Pagé. Ça aussi, ça fait partie d'un des contes que j'ai écrit, donc vous pouvez aller vous procurer ça juste ici dans le musée. Donc, sans tarder, commençons par le premier conte. C'est une histoire qui m'a été racontée par Philippe Barrette, l'encyclopédie de Témiscamingue. Écoutez, cet homme a des histoires à raconter, ça n'a pas de bon sens. J'ai 4 heures d'enregistrement. Et puis, il m'a raconté une histoire comme quoi il y avait un homme de Témiscamingue qui était parti à pied sur les tracks de chemin de fer pour se rendre jusqu'à Mattawa parce que le train passait plus ici. Donc, c'est ça la prémisse du conte. Et ensuite, moi, j'ai écrit quelque chose avec ça. Et le premier conte s'intitule « Jusqu'au dernier cri ». Une légère neige tombe dans le ventre de la rivière Gordon. Des glaçons poussent à travers les fuites de la pipeline. La gare de Témiscamingue vient de laisser partir son dernier train, puis ferme ses portes pour un long sommeil. La ville est maintenant isolée jusqu'à la prochaine matinée. Monsieur Pagé marche vers sa maison, son petit chien Pompon à ses côtés. Le petit pont de bois surplombant la grosse pipeline craque en dessous de ses bottes de poêle. À chaque fois qu'il traverse le gros monstre de métal, il se rappelle quand il était enfant. Il se rendait à l'école en passant par un shortcut, en glissant en dessous de la pipe, jusqu'au fameux dépanneur Charlie Simpson Store. Le paradis des bonbons Hansen. Le manoir de la réglisse noire. Monsieur Simpson avait tous les bonbons du monde, les meilleurs du canton. Encore aujourd'hui, Monsieur Pagé se traîne toujours un petit sac de réglisse dans sa poche de manteau.
Il entend tout à coup un petit cri venant en dessous de la pipeline. Pompon fige, se met à japper. L'enfant hurle de plus en plus fort. Un petit gars, pas ben vieux, est collé au gros monstre de métal pis crie à s'époumoner. Pompon lui liche le visage pour essuyer ses larmes de peur. Le vieil homme essaye de le déprendre, mais le soude de skidoo orange fluo du jeune est bien encastré dans le pipeline, hein? Le petit gars est terrifié à l'idée de se faire dévorer par le gros monstre en métal. La plus grande peur des enfants témiscaminois! Monsieur Pagé traîne toujours son petit thermos à café avec lui. Il verse le restant de son contenant sur le manteau du petit gars. La magie opère. La tache de café s'imprègne dans le soude de skidoo, puis libère le prisonnier des griffes du monstre. Le jeune s'en allait au dépanneur s'acheter un sac de réglisse noire pour lui et sa mère. Il est rendu 21h. Le propriétaire a déjà mis sa pancarte fermée dans sa porte d'entrée. Monsieur Pagé le regarde, un petit sourire en coin. Sort son sac de réglisse dans sa poche de manteau. Hey! Les yeux du petit gars s'illuminent. Il le remercie 1000 fois, puis il se promet qu'à l'avenir, il va passer sur le petit pont de bois, hein? Il marche vers sa maisonnée, son soude de skidoo taché d'une grosse tache de café. Arrivé chez lui, Monsieur Pagé met une bûche dans son poêle à bois. Le froid hivernal lui traverse le corps. Il ferme la lampe de son fanal, puis il se couche emmitouflé avec son petit chien. Sa tête a même pas touché l'oreiller, qui entend de nouveau un cri de douleur, un cri qui perce le silence qui règne dans la ville, puis qui réveille les nouveau-nés couchés d'un tiroir de garde-robe. Monsieur Pagé se demande s'il n'est pas en train d'halluciner le cri du petit gars de tantôt, mais non, c'est plutôt un cri de femme. Fait que, allume son fanal, met ses bretelles pis ses bottes d'hiver, puis il sort dans la nuit froide. Hey, les hurlements le guident jusqu'à une petite maison près de la scierie. Une femme est couchée sur le dos en se tenant le ventre. Elle est en train de donner naissance à un nouveau bambin. Elle a besoin d'un médecin, mais le seul problème, c'est que le médecin le plus proche est extrêmement loin. À Mattawa, plus précisément. Elle est veuve depuis peu de temps. Son mari est mort de froid. Il s'est perdu dans le bois. Et on a retrouvé son corps trop tard. Il reposait dans un cercueil de feuilles mortes. Il y avait des traces de sabots autour de ses pieds. Et une touffe de poils blancs était déposée sur son cœur. Le dernier adieu d'un animal mystérieux. Son âme s'est dispersée avec le vent. Il connaîtra jamais notre enfant. On a entreposé son cadavre dans la grande glaciale Lomzin avec les autres défunts. Il dort entre 2 blocs de glace. Il attend le beau temps. Celui qui fera dégeler la terre pour l'accueillir. Oh, je l'aime à mourir! La femme arrête son récit et regarde Monsieur Pagé. Il a les yeux dans l'eau. Il avait déjà entendu cette histoire-là à travers les branches. Il faut qu'il aide cette pauvre femme-là. Il va marcher toute la nuit s'il faut. Mais demain matin, il va être avec un médecin. Cet enfant-là
naîtra vivant. Monsieur Pagé regarde une dernière fois les yeux de la femme, puis il sort dans Nuit Noire. Un long cri lui glace les os. Un cri d'espoir. Monsieur Pagé prend son fanal, se fait une paire de bottes de laine chaude puis remplit son thermos à café. Il va en avoir de besoin. Bonbon sera son fidèle compagnon dans cette expédition. Demain matin, ils seront à bord d'un train avec un médecin. Ça, c'est le plan de match et tout se passe bien. Ils empruntent donc le chemin de la gare et marchent sur la traque de chemin de fer en direction de Mattawa. La flamme du fanal vacille à travers la nuit sans lune. Monsieur Pagé marche en sentant chaque rail sous ses bottes. Bonbon scrute l'horizon, protégeant son maître de toutes les bêtes. Le vent forme des tourbillons de neige qui flottent autour des deux aventuriers. Plus les heures passent, plus la lampe à l'huile perd de son intensité. Ils savent même plus où ils sont rendus. Seul le long chemin de fer est leur repère. Le café gèle dans le thermos de Monsieur Pagé. Le grand froid les force à arrêter. Le vieil homme essaye de réchauffer son nez congelé, se couche dans la fourrure de son chien. Son énergie s'envole avec les flocons de neige qui flottent dans les airs. La fatigue le gagne de plus en plus. Le froid casse ses vieux os. Il réussira pas à se rendre à temps, à sauver l'enfant. Pompon liche le visage de son maître pour le tenir éveillé. Le vieil homme se sent partir dans le firmament. Son corps se fige dans le temps. Il est le vent. Un cri le sort de son engourdissement. C'est pas un cri d'humain, c'est comme un beuglement, le même qu'on entend dans le temps de la chasse. L'énorme cervidé sort de derrière les bouleaux. Il marche sur la traque de chemin de fer. Il vient à leur rencontre. Sa fourrure blanche contraste avec le noir de la nuit. Des glaçons pendent au bout de son panache. Il a les yeux d'un bleu glacial. Un fantôme d'orignal. Les yeux de Monsieur Pagé sont rivés sur l'albinos. Un orignal blanc, il n'en avait jamais vu avant. La bête penche son énorme tête, puis agrippe le corps de Monsieur Pagé avec son panache. Les deux aventuriers sont projetés dans les airs, puis se retrouvent tout à coup sur le dos du cervidé. Monsieur Pagé s'agrippe au pelage. L'animal va l'aider. L'orignal se met à galoper à travers les sapins en suivant un autre chemin que celui des rails de train. Il connaît sa forêt. Il contourne les cyprès, les pins blancs, traverse les lacs gelés, les swamps enneigés. Il y a un enfant à sauver! C'est le sien, puis personne le sait. Depuis sa mort, son âme s'est réfugiée dans le corps du cervidé. Il est le père orignal, celui qui protège sa famille à travers la forêt boréale. Son fils doit naître, sa lignée doit se perpétuer. Il veut le voir grandir. Il l'aime à mourir. Le soleil se lève sur Mattawa. L'horloge de la gare indique 7 heures. Monsieur Pagé a l'impression d'avoir fait un voyage dans le temps. L'orignal dépose ses deux passagers,
fait un signe de révérence vers eux. Une larme coule de ses yeux de glace, une larme de papa. Il part vers la forêt, puis disparaît à travers la brume du matin. Le médecin demeure pas loin. Monsieur Pagé cogne. Le médecin se lève, les yeux encore collés. Quand il voit le visage du vieil homme, il comprend le danger. C'est pas le temps de niaiser. Il fait donc sa valise en vitesse et se rend jusqu'à la gare de Mattawa. Le train flotte sur les rails, puis Monsieur Pagé regarde à travers la fenêtre. Il espère voir un panache blanc à travers les pins rouges, mais... rien. C'était l'instant d'un moment. Celui qui s'est volatilisé avec le vent. Les deux hommes arrivent dans la chambre de la femme. La dame crie. Un cri de douleur, mais surtout un cri de joie. Un cri qui s'éternise jusqu'à donner naissance à un nouveau Témiscaminois. L'enfant est vivant. Il a réussi sa mission. Monsieur Pagé met sa main dans sa poche de manteau, puis il en ressort une touffe de poils blancs. Il a pas rêvé. Ça s'est réellement passé. Il va garder le secret, mais un jour, quand le petit sera grand, il va lui donner un pendentif avec à l'intérieur le poil de son papa orignal. Un talisman qu'il gardera comme porte-bonheur. Un souvenir de son réel sauveur. C'est pour ça notre orignal, justement, que vous voyez ici. Donc, pour le deuxième conte, ça m'a été conté, en fait, par Janine Plouffe. Janine qui habite à Témiscamingue sur la rue Thorne. Si vous passez à un moment donné sur la rue Thorne, c'est elle qui a la plus belle maison. Et justement là, Janine... Et puis c'est elle qui a la plus belle maison, le plus beau parterre. Puis on a beaucoup jasé justement de son amour pour ses fleurs, mais aussi la grande amitié qui l'unit à Hélène Deneau. Donc cette histoire-là, en fait, je l'ai écrite en hommage à ces deux femmes-là. Et ça s'intitule « Sœur de fleurs » qui va vous être contée par Melissa Rockburn. La cité jardin est ensevelie par la rosée du matin. Les morts de la glacière Lumsden commencent à dégeler. Il serait peut-être temps de les enterrer. La rue Thorne se lève tranquillement en ce printemps du 25 mai de 1989. Hélène Deneau et Janine Plouffe se réveillent. 5 heures du matin. C'est l'heure d'arroser le jardin. Madame Deneau emplit son arrosoir en plastique vert et sort par la porte patio, sa spotlight à la main. Madame Plouffe met ses gants de jardinage fleuris et ferme la lumière du vestibule pour laisser dormir son mari. L'usine Tembec souffle sa boucane de cellophane à travers la ville de Témiscamingue. Les produits chimiques se déposent sur les roses et les pensées. Les deux femmes savent qu'elles n'ont pas beaucoup de temps. Leurs protégés sont déjà intoxiqués. Elles doivent les arroser avant même que le soleil soit levé. À chaque matin, elles se réveillent avant tout le monde pour sauver leurs fleurs à feuilles argentées, leurs marigolds dorés et leurs bégonias rosés. Janine marche sur son petit chemin de pierre et donne l'eau de vie à son parterre. Hélène passe de phlox en phlox pour les abreuver et guérir leurs pétales empoisonnés. Les deux femmes sont voisines depuis plusieurs années. Leurs maisons sont une en face de l'autre. Elles ont fait un pacte, un destin de jardin. Sauver les fleurs de la terre. Elles sont plus que des amies. Elles sont des sœurs de fleurs.
chaque année, Témiscamingue organise un grand concours à travers sa ville dans le but de mettre en valeur ses fleurs. Plusieurs dames de la région se donnent corps et âme afin de rendre leur rocaille aussi belle que le château de Versailles. Les juges ont été choisis avec soin et s'attendent à du haut niveau. Madame Yvette Pagé est conseillère municipale et a créé ce concours il y a plusieurs années. Et pas à son premier arrangement floral. C'est elle qui a le dernier mot sur le ou la gagnante. C'est du sérieux. Hélène et Janine ont décidé de s'inscrire cette année. Demain, si une gagne, l'autre ne sera pas perdante. Le soir tombe sur la rue Thorne. Fred Mott finit d'enterrer le dernier mort au cimetière en chantant des cantiques ésotériques. Janine finit d'arracher les derniers chiens-dents qui poussent dans sa rocaille. Son cournoyer argenté libéré et prêt à être couronné. Sa petite radio à batterie l'accompagne dans sa besogne. La chanson « Le temps des fleurs » de Dalida termine ses dernières notes quand l'animateur de CKVM prend un ton grave pour annoncer une nouvelle inattendue. La ville de Témiscamingue connaîtra une pénurie d'eau à partir de maintenant. On n'est pas en mesure de comprendre le problème, là. L'eau semble s'être évaporée mystérieusement. Il n'est pas conseillé de se faire des réserves dans la rivière des Outaouais parce que l'eau pourrait être contaminée par l'usine de papier. On est vraiment désolé de ce désagrément en espérant que la situation revienne au normal le plus vite possible. Bonne soirée. Janine ferme sa radio et ouvre le robinet extérieur de la maison. Aucune goutte sort du tuyau. Ses yeux se remplissent de larmes. C'est une tragédie. Ces fleurs mourront à la première heure. Un génocide végétal. Elle doit avertir sa sœur de fleurs. Paniquée, Janine traverse de l'autre côté de la rue Thorne pour avertir sa voisine. Elle saute dans les bras de son amie et se met à pleurer à chaudes larmes. Elle lui raconte ce qu'elle a entendu à la radio. Hélène est sous le choc. Elle prend Janine par les épaules et la regarde dans le fond des yeux. Tout n'est pas encore perdu. Elle a un plan. Hélène va dans sa maison et ressort avec un gros grimoire vert à reliure. Un don de sa mère, une femme sorcière. Hélène tourne les pages du grimoire et tombe sur l'image d'une sculpture de femme en marbre blanc. Au-dessus d'elle, son nom indique la déesse du printemps. Un cadeau érigé devant le bureau du maire et offert à la ville de Témiscamingue par la femme de son créateur, M. Thorne, il y a de cela plusieurs années. En dessous de la photo, une description se lit comme suit. Selon la mythologie, la déesse du printemps a le pouvoir de contrôler la floraison et la vie des fleurs. En cas de sécheresse, vous devez faire offrande de vos larmes à la déesse et lui demander une eau pure et abondante. Le rituel doit se faire en pleine nuit, lorsque la lune est au plus haut de son ciel. Une pluie torrentielle descendra des cieux pour abreuver toute fleur qui se meurt. Hélène ferme le grimoire et regarde Janine. C'est leur seul espoir. Elles doivent faire le rituel ce soir. Hélène va chercher un vase dans sa maison et revient auprès de son amie. Elles doivent pleurer. Les deux voisines se prennent par la main et regardent les fleurs de leur jardin. S'imaginer les voir disparaître
provoque des spasmes dans leur corps qui fait naître des ruisseaux de larmes à leurs yeux. Le déluge est commencé. Le vase se remplit à moitié. Il ne reste plus qu'à attendre le milieu de la nuit. Les sœurs de cœur se rencontreront ce soir à la grande noirceur. 3 heures du matin. Les 2 jardinières sont en plein milieu de la rue Thorne. Janine a mis sa veste de laine. Hélène tient le vase de larmes dans ses mains. Les 2 femmes marchent en silence vers le bureau du maire. La lune est tellement petite qu'on dirait qu'elle se perd dans le ciel noir et sans nuages. C'est impossible qu'il y ait un semblant d'apparence de pluie. Les 2 femmes arrivent enfin devant la sculpture de femmes en marbre blanc. Une beauté de déesse, les jambes croisées, le regard vers la terre. Elle est assise nue sur une pierre et attend quelque chose. Un chiffon entoure ses cheveux courts. On dirait qu'elle a jardiné toute sa vie. Hélène s'avance vers la déesse avec admiration. Janine remarque un plant de bégonia rosé qui pousse au pied de la femme. On dirait qu'il illumine dans le noir. Hélène prend le vase et le verse doucement sur la tête de la femme de marbre. La potion de larmes coule sur son visage blanc. On dirait qu'elle pleure, elle aussi. Une symbiose de peine qui descend jusqu'au plant de bégonia. La fleur devient de plus en plus rosée. Les pétales se mettent à frétiller et grossissent à vue d'œil. Les 2 femmes enlacent la déesse et attendent que se produise le reste. Tout à coup, le ciel se lézarde et le tonnerre gronde à en faire trembler Témiscamingue. Le vent souffle comme un fou sur la boucane de résine qui contamine. Les 3 femmes sont en symbiose. Elles sont sœurs de pleurs. Par miracle, une goutte d'eau en provenance du ciel se mêle à leurs larmes et une pluie fine tombe sur Témiscamingue. Hélène et Janine rient jusqu'aux larmes en voyant leurs vœux exaucés. Elles sont trempées de la tête jusqu'aux pieds. Le plant de bégonia est devenu immense. Elle entoure les 3 femmes de ses grandes feuilles émeraudes, de l'amour naturel jusqu'à l'état pur. Elles se protégeront de tous les intempéries, et ce, jusqu'à la fin de leur vie. La potion a fonctionné et les fleurs sont sauvées. La mère sorcière doit être fière. La lune a laissé sa place au soleil qui illumine toute Témiscamingue. Hélène et Janine sont trempées jusqu'aux os. Le jury passe de maison en maison pour évaluer les arrangements floraux. Les 2 voisines ont complètement oublié le concours le temps d'une soirée. Finalement, c'est Janine qui remporte le premier prix pour la plus belle maison fleurie, à 1 bourgeon près. Mais Hélène n'est pas perdante. Les 2 amis se l'étaient promis. Janine se fait remettre une plaque en or et une couronne de fleurs. Les 2 femmes iront ce soir mettre la couronne sur la tête de la déesse. Un cadeau pour la remercier d'être devenue ce qu'elle est pour elle. Une sœur
de cœur. Donc, évidemment, c'est pas vrai, là, tout ça. Là. Janine n'a pas vécu ça, là. C'est un peu moi qui ai inventé ça. Mais reste que c'était vraiment pour rendre hommage à leur amitié puis à leur amour pour les fleurs. OK, le troisième conte, en fait, est inspiré de la gang du Petit Canada. Là, il y en a quelques-uns ici, là, justement, là, Dorothy. J'ai parlé avec des petits-enfants, des enfants, des gens qui ont resté au Petit Canada. Donc, c'était une communauté, justement, tissée bien serrée. Et puis, ils m'ont raconté plein d'anecdotes. Fait que j'en ai retenu une qui m'a beaucoup marqué puis que j'ai vraiment accroché sur le fait que la communauté était très, très soudée ensemble puis que ça faisait partie d'une grande famille. Donc, le prochain texte, ça s'intitule « Lueur de Luciole ». Les mouches à chevreuil se faufilent à travers les épinettes de Témiscamingue. La traîne de Gravel longe le fameux lac qui frémille de brochets. Le grand soleil d'été se lève sur la communauté la plus intrigante du comté. La pancarte officielle plantée au beau milieu de l'ancien cimetière vous annonce que vous êtes maintenant en territoire du Petit Canada, un mini-pays où les gens vivent en harmonie et ce, même avant l'arrivée de la CIP. 8 familles vivent dans leur cabane en papier goudron, patentées avec les moyens du bord. Les Ménards, les Boulangers, les Mailloux, les Huards, les Morins, les Goulets, les Ouimets et les Belle-Humeurs. Le nom officiel aurait été trouvé par un certain Monsieur La Douceur qui livrait du pain un bon matin. Passant de maison en maison, il se rend compte que les familles avaient pas chômé pour procréer des petits bébés pis que... avoir 15 enfants, c'était la norme dans la communauté, hein? Ouais, fait que c'est comme ça que le Petit Canada a fait son apparition sur la map de Témiscamingue. Irène Goulet est assise dans sa talle de bleuets puis elle ramasse les petits fruits. Elle va se faire des confitures pour ses petits. Rosa Belle-Humeur déterre les patates de son grand jardin. Sa chaudière de braise la protège des maringouins. Bernadette Huard prépare avec sa fille Nénine Boulanger une grosse batch de limonade maison, la meilleure du canton. Lucie Mailloux observe son mari Wilfrid se patenter un nouveau canot d'écorce de cèpe qui est en train de créer. Et son passe-temps préféré. Jeanne Ménard accroche la brosse de linge de ses 6 enfants en regardant s'il n'y a pas de nouveaux arrivants. C'est la première du chemin. Elle watch le terrain. Puis finalement, Elisabeth Morin lave la bouteille de ketchup en verre qu'elle vient de finir. Puis elle scotch tape une suce au bout. C'est l'heure du boire pour son petit dernier. Ses 16 enfants viennent de se lever. Faut qu'elle prépare à déjeuner. Elle n'a pas beaucoup dormi. Il y en a un qui a fait de l'insomnie. Paul s'est encore réveillé en plein milieu de la nuit. Il y a rien de nouveau. Il fait ça à tous les soirs. Il est somnambule depuis qu'il est petit, puis ça empire plus qu'il vieillit. D'habitude, je le retrouve en plein milieu du jardin ou bien sur le bord de la traîne. Mais hier, il était pas là. Mon cœur de mère s'est mis à paniquer. C'est une demi-heure après que je l'ai trouvé, dans le milieu du bois, couché entre 2 bouleaux. Une chance que les bébites à feu m'ont aidé. Je l'ai pris dans mes bras, comme à tous les soirs. Je l'ai couché dans mon lit. Évidemment, Paul se rappelle de rien, hein? Il s'est levé un matin, un peu fatigué, puis il est parti se baigner au croche avec les petits Ouimets et les petits Belle-Humeur, sans se demander pourquoi il y avait des branchailles dans les cheveux. Un souvenir de son expédition nocturne. Camouflée derrière 3 érables, Dorothée Goulet met son costume de bain rose et mauve. Les jumeaux Belle-Humeur pêchent avec une épingle à couche des crapauds à soleil dans le fond d'une souche. Les petits Ouimets se garochent dans le fond du lac au brochet.
Madame Huard sert un verre de limonade maison à Paul, qui cogne des clous. L'acidité du citron lui donne un peu d'énergie pour aller jouer une game de cachette avec les autres jeunes, hein? Oh oui, le petit Canada est l'endroit où le nombre de cachettes est infini. Que ce soit dans Petite Chaumière où on entrepose les morts pendant l'hiver, ou bien dans Niche de Rex, le gros berger allemand des Mailloux, les jeunes trouvent toujours un nouveau spot. Une game de cachette peut durer des heures. Hi-ha! Dorothée met ses mains devant ses yeux puis se tourne vers le plus gros arbre. 1, 2, 3, 4... Les petits Canadiens se mettent à courir de tous bords, de tous côtés à travers le bois. Paul a une bonne cachette en tête. Personne ne le trouvera jamais. Le soleil descend sur le petit Canada. Les Wawarons commencent leur concert de chant de gorge. Les hommes rentrent de travailler, puis les enfants sortent de leur cachette pour venir souper. La famille Morin se place à la queue leu-leu. Avec 16 enfants, Madame Morin prend pas de chance, hein? Elle fait un décompte de tête avant chaque souper pour s'assurer que toute sa progéniture est là. Arrivé au dernier, son cœur s'arrête. Il en manque un. Paul est pas dans le fil. Je demande à mes enfants s'ils ont vu leur frère. Personne ne sait où il est. Paul! Paul! L'écho de sa voix résonne à travers les autres cabanes de bois des autres familles. Tout le monde est alerté par les cris de la mère en détresse. Il manque un membre de leur famille. C'est pas juste un petit Morin, c'est un petit Canadien, puis tout le monde va se mettre ensemble pour le retrouver. Les Ménards arrivent dans le cours des Morins. Les Mailloux débarquent avec une chaudronnée de ragoûts de ballonnés. Madame Belle-Humeur arrive avec sa trolley de jeunes, puis une bâche de galettes qui fondent dans la bouche. Les Ouimets barrent leur porte avec un couteau de table, accourent vers les cris d'Élisabeth. Les Goulets arrêtent leur game de billes, aillent chercher les Huards puis les boulangers. L'alerte en vert vient d'être déclenchée! Madame Morin essaye de garder son sang-froid malgré les larmes qui coulent sur ses joues. Wilfrid Mailloux sert un bol de ragoût de ballonné pour donner des forces aux troupes. On fait une liste des endroits où il pourrait être. On n'a pas de temps à perdre. Madame Belle-Humeur cache des galettes dans les sacs de chacun. Puis tout le monde part en excursion en criant le nom de Paul qui se cache quelque part dans le noir. Paul! 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 Les habitants du petit Canada font une chaîne humaine devant la maison des Ménards. Main dans la main, les petits Canadiens marchent en scrutant le moindre raccoin. Leurs lampes frontales se font aller de tous bords, de tous côtés. Wilfrid Mailloux flotte dans son canot d'écorce sur le lac au brochet. Sa spotlight qui se reflète dans l'eau noire. Même la pleine lune fait de son mieux pour éclairer la communauté dans leurs recherches. Madame Morin tient fort la main de Madame Belle-Humeur, prie l'univers pour qu'il retrouve son petit gars. Elle cherche une lueur de luciole, mais malheureusement, elle brille par leur absence ce soir. Plus le groupe avance dans Trail de Gravel, plus la pauvre mère perd espoir. La grande famille arrive finalement au bout du chemin. Les recherches seront peut-être plus fructueuses demain. Le petit Canada reconduit Madame Morin vers sa demeure. C'est la grande noirceur dans les cœurs. Sur le chemin du retour, la grande famille voit au loin quelque chose d'anormal, presque surnaturel. Une lumière verte
flotte au-dessus de la cour des Morins, comme si un vaisseau extraterrestre s'était posé sur Témiscamingue. Madame Morin se met à courir comme une folle vers sa maison. En arrivant dans son entrée de cour, elle s'arrête devant sa chaîne à bois. Des milliers de lucioles se sont regroupées ensemble pour ensevelir au complet la cabane. La moindre planche de bois émane une lumière verte fluo. Les bébites à feu l'ont retrouvé. Je cherche mon petit gars partout à travers des cordées de bois. Les bébites à lucioles entrent dans la cabane et illuminent un panier d'osier viré à l'envers qui bouge lentement en ronronnant. Un ronronnement que je reconnais immédiatement. Quand je soulève le panier, mon fils est couché en boule et ronfle comme un petit ourson en hibernation. Je le réveille Paul en le prenant dans mes bras et en le serrant tellement fort. Je t'aime assez, mon petit gars. Pourquoi tu me fais ça? Paul est semi-réveillé. Il nous a jamais entendus crier. Cette fois-là, j'ai eu peur de ne pas le retrouver. Élisabeth Morin sort de sa chaîne à bois, son petit gars dans ses bras. L'alerte Amber élevée. La grande famille du petit Canada regarde les milliers de lucioles s'éparpiller à travers le ciel puis retourner illuminer le reste de la forêt. Les Ménards, les Boulangers, les Mailloux, les Huards, les Goulets, les Ouimets, puis les Bellumeurs retournent le cœur léger vers leur demeure. Évidemment, Paul n'a plus envie de dormir, hein? Sa nuit est finie, lui-là. Fait que, Madame Morin va rester réveillée avec lui pour jouer. Elle se fera 4 cafés s'il faut. Mais ce soir, elle va garder un œil sur son petit. Même si Paul réussit toujours à trouver le moyen de se camoufler, les lucioles seront toujours là pour le retrouver. Elles veillent depuis des années sur la communauté. C'est leur destinée. Je vais cacher quelque chose, j'en ai un petit dernier conte que j'ai écrit en fait, parce que moi je suis à Montréal présentement, j'ai un appartement à Montréal, puis quand la pandémie a commencé, j'étais pogné là-bas, fait que je pouvais pas descendre ici, les barrages et tout, et puis je m'ennuyais vraiment beaucoup de mon coin, de mes forêts, de mes lacs, fait que j'étais pogné sur mon balcon dans Hochelaga Maisonneuve à checker le monde autour, puis ça m'a inspiré un petit conte qui s'appelle Imagination de balcon. Fait que je vous partage ça pour terminer. Buddy, le gros Doberman noir du voisin jappe sa vie. Ricky, le douchebag d'Hochelag, invite ses chums de bicycle pour un party barbecue. La distanciation sociale, ils se battent pas de ça, ils créent pas à ça. Les bougons d'à côté se font bronzer sur leurs serviettes de plage étendues dans le parking de Gravel. Se sont commandés un voyage de sable. Il n'y aura pas de voyage à Cancun cette année. Hein? Armand vient de parquer son triporteur dans la ruelle. Il revient de l'épicerie. s'est acheté 2 bananes. Je pense qu'il a pas compris. Réjeanne a sorti son bathing suit de saumon, elle est couchée dans sa chaise longue, s'est fait un beau setup, puis elle fume un paquet de clopes. Elle a entendu dire que le Corona aime pas la fumée des Dumouriez. Elle prend pas de chance, elle a un autre paquet en backup. On entend des klaxons. Les clowns de Schlag font leur apparition. Depuis des semaines qu'ils nous divertissent avec leur parade, qui font le tour des ruelles avec leur truc de Père Noël, qui essayent de nous faire oublier que le feu est pogné, que Montréal est gravement malade, qu'on est loin d'être déconfiné. Assis sur mon balcon, j'écoute Horatio parler de contamination, de CHSLD de l'horreur, des affaires qui font peur. Il a pas l'air affilé à midi. Il commence à être fatigué de convaincre les gens que ça va bien aller. Hein.
C'est la première fois que je sens que je suis pas à la bonne place. Que je suis entouré de tata puis que j'aimerais mieux être là-bas. Que je me suis déraciné de ma famille d'arbres pour aller m'installer dans le béton gris de Montréal. Que je sens que mes racines ont essayé de se fusionner au gravier, mais qu'elles ont de plus en plus besoin de s'abreuver de l'eau du lac Témiscamingue. Je rêve que mon ami géant de Rouen enjambe les barrages policiers pour venir me sauver. De serrer ma nièce fort dans mes bras au lieu de la FaceTimer. Je me laisserais piquer par tous les maringouins du monde entier. Je me ferais un vin et fromage avec tous les fromages au village. Je ferais une chasse au trésor dans les décombres du lac Ossisco. J'irais dormir à Belle Étoile dans les bras du parc au Pémican. Je m'attacherais au plus vieil arbre de la forêt enchantée, puis j'y resterais enraciné pour l'éternité. L'autre bord du parc de la Vérandrie, l'autre bord de la traverse de Mattawa. Mes épinettes témiscabitibiennes m'appellent à revenir, mais mes bouleaux craignent le pire. Je les comprends. J'ai peur d'avoir une allumette dans mes poches sans le savoir, celle qui pourrait mettre le feu à ma communauté. Le Témiscamien a besoin de sa famille. Le Montréalais veut la protéger. Il ne reste plus rien qu'à accepter une nouvelle réalité, pour l'instant. Espérez vous retrouver dans le nouveau monde qui nous attend. Fait qu'en attendant, tout ce qui me reste, c'est mon imagination puis mon balcon. J'ai le pouvoir de transformer Hochelaga en Rouyn-Noranda. De changer ma ruelle de Gravel en lac Kipawa. De faire disparaître le vieux cabanon, puis de faire bâtir un chalet en bois rond. Le Doberman a fermé sa gueule, je l'ai transformé en doré bleu. La famille Bougon a disparu. Ma famille de Fournier vient d'arriver. Ricky, le douchebag avec ses tatous, est devenu Manon, ma grande chum avec sa chemise carottée. Son barbecue en stainless s'est enflammé en un gros beau feu de camp. J'ai dévissé son patio. On manquera pas de bois. Ces chums de Bessic ont eu la chienne puis se sauvent par en arrière. Attendez un peu, vous autres, j'ai besoin de vous autres. Un coup de baguette magique et voilà, 4 beaux gros wawarons. Chantez à cette heure, gang de morons. Armand puis ses 2 bananes. C'est métamorphosé en ma tante Carole puis ses 2 paquets de saucisses à hot dog. Le triporteur a pris le bord. C'est rendu un gros pédalo jaune. On ira prendre une ride tout à l'heure. Réjeanne a été se mettre un coton ouaté, il commence à y avoir des maringouins. Son cendrier du Maurier s'est transformé en citronnelle. On se fera pas sciller dans les oreilles toute la soirée. Des branches de bouleau ont poussé ses poteaux électriques. Je m'en cherchais justement une pour faire cuire mes guimauves. J'ai filtré l'odeur de levain qui me lève le cœur, puis j'ai mis des sapins sans bon. Ça sent l'épinette à grandeur. Les blocs appartements de la ruelle Élouine ont explosé. Je les ai dynamités. On a une vue directe sur le soleil qui se couche derrière le pont Jacques-Cartier. C'est ben le seul arc-en-ciel qui me tape pas encore ses nerfs. Va donc te coucher, Horatio, c'est assez les discours de COVID. C'est à ton tour, c'est KVM. Ressors-nous tes vieux succès de Mario Peluso. Fais-moi donc chanter une bonne vieille toune de Marjo. Commence à faire noir, hein? Attends un peu, je t'arrange ça. Check dans le ciel. T'es vois-tu apparaître? Il y en a des milliers juste pour toi. Je vais t'en faire filer quelques-unes question de t'impressionner. Je vais te les aligner en constellation. Je vais souffler sur le smog puis je vais remplir la lune de lucioles. Crée-moi qu'on n'est pas couché. À toutes les soirs, on vit la même veillée. On va s'arranger pour pas se tanner. On va se serrer dans nos bras et on va se dire qu'on s'aime en braillant. Que c'est à ces moments-là qu'on se rend compte qu'on devrait se voir plus souvent. Continue de checker le feu. Il n'a pas fini de brûler. Il va durer tout l'été. Merci beaucoup tout le monde d'être venu. J'ai des remerciements à faire. Donc, premièrement, merci à tous ceux qui ont cru en ce spectacle. Merci à Hugo, à Mel qui ont embarqué dans ce trip-là. On s'est reviré sur un petit scène pour on a fait... On monte un spectacle sur Témiscamingue. Fait que, ouais, let's go. Fait que, merci à Véro Beaulieu de la Commission culturelle du Témis d'avoir financé le spectacle. D'ailleurs, petite surprise comme ça, on va enregistrer un balado de tous les contes que je vous ai lus ce soir. Donc, ça va se retrouver l'année prochaine
sur le site du Musée de la Gare. Donc, si vous voulez réentendre les contes avec la musique et tout, ben, vous allez la voir sur le site du Musée de la Gare. Merci. Merci beaucoup. Merci, Véro. Merci au Musée de la Gare, d'ailleurs, Marie-Pierre, où est-ce que je crèche depuis un mois dans son parking, dans ma roulotte. Je dis que ça fait un mois que je vais à Témiscamingue, puis je vais m'ennuyer quand je vais partir. Merci beaucoup, Marie-Pierre, d'être là-dedans. Merci aux gens à qui j'ai parlé, donc Philippe Barrette, Janine Plouffe, Sue Deneau, Dorothy Norman, Idèle Bellumeur, Linda Daigneault, Janine Morin. Merci à tout ce beau monde-là. Puis, ben, écoutez, parlez-en. Il nous reste encore 2 représentations demain puis samedi. Puis, ben, sinon, on vous souhaite une bonne soirée. Vous pouvez rester avec nous pour qu'on puisse jaser. Merci beaucoup, tout le monde.